Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 17 octobre, l'investiture de François Hollande à l'issue du second tour de la primaire socialiste dans l'Hérault et le Gard. Plus de 61,5% des votants l'ont préféré à Martine Aubry, plus de 72% dans l'Aude. Le paquet de cigarettes à moins de 6 €, c'est fini depuis ce matin, une mesure qui inquiète les buralistes, notamment en Languedoc-Roussillon. Et comme tous les lundis, on reviendra sur les résultats du week-end sportif et sur le 5e tour de la Coupe de France qui a opposé hier 7 et Nîmes, des Crocos qui l'ont emporté dans les arrêts de jeu 1-0. François Hollande investi à l'issue du second tour de la primaire socialiste. Face à Martine Aubry, il a obtenu de très bons résultats en Languedoc-Roussillon, autour de 61,5% dans le Gard et l'Hérault, plus de 66% en Lozère et dans les Pyrénées-Orientales et plus de 72% dans l'Aude. Des votants plus nombreux que lors du premier tour. Dans la région, ils étaient 135 700 hier à se rendre aux urnes, soit 8 000 de plus que la semaine dernière. Les réactions des élus socialistes de la région recueillies hier soir par Olivier Roiran et Alain Belon. Regardez. Même dans le QG montpelliérain de François Hollande, on applaudit le discours de Martine Aubry, car le message unique hier soir au PS, c'était l'unité, justement, un rassemblement déjà effectif dans le Gard et que certains ont voulu exprimer en s'affichant ensemble au siège de la Fédération héroltaise, l'image d'une grande famille qui fête le succès démocratique des primaires. Ce soir, il y a un gagnant par rapport à le candidat qui va tirer le Parti socialiste à ses sympathisants et à la grande famille du progrès, mais il n'y a pas un vainqueur et un vaincu, puisque dès demain matin, c'est l'ensemble du Parti socialiste qui se met en ordre de bataille de larges rassemblements. Pour moi, c'est une grande victoire effectivement de démocratie, et je note que c'est toujours le Parti socialiste et la gauche qui fait des progrès, que ce soit des progrès dans le domaine du social, des progrès dans le domaine de la démocratie, des progrès dans le domaine de la justice. Donc ce soir, nous avons un candidat qui s'appelle François Hollande, qui a une grande légitimité, puisqu'il y a près de 3 millions de Français qui ont été votés, qui l'ont investi. Donc nous avons un candidat, c'est François Hollande. Nous sommes tous derrière lui et nous ferons tous campagne derrière lui. C'était le sens des primaires. Et la victoire du candidat Hollande a été très large dans l'Hérault et le Gard, 61,5% des suffrages, c'est 5 points de plus qu'au niveau national. Côté mobilisation, le Gard passe la barre des 30 000 votants, c'est 2 500 de plus qu'au premier tour. Et les Héroltais ne sont pas en reste, un compteur à plus 4 000 par rapport au 9 octobre, avec un total qui frise les 56 500 électeurs. On a vu énormément de gens nouveaux venir pour se mobiliser pour ce deuxième tour. Donc on voit bien que le premier tour a été un tour où chacun a pu librement s'exprimer en fonction de ses tendances. Et le second, c'était vraiment un tour pour aller à la gagne, pour aller vers celui qui était le plus rassembleur, qui nous donnait le plus de chances de gagner la 3e partie. On a compris aujourd'hui que nous avions un leader incontestable et incontesté en la personne de François Hollande. Martine Aubry l'a dit, nous appelons au rassemblement et j'appelle dans le Gard au rassemblement. Et il faut qu'on soit unis et sans faille pour gagner les présidentielles de 2012. Moi j'appelle tout le monde à se rassembler dans l'intérêt général parce que nos concitoyens héroltais ou autres n'ont que faire de nos bisbilles internes. Et le rassemblement, l'unité, notamment dans l'Hérault, ne sera pas simple à réaliser pour le candidat François Hollande et la première secrétaire Martine Aubry, mais ça, c'est une autre histoire. Et les conséquences de ces résultats pour la Fédération héroltaise du Parti socialiste et ses exclus, on y revient dès demain dans le journal. Sur ce deuxième tour, nous avons interrogé notre politologue Michel Crispi. Pour lui, le Parti socialiste n'a pas le choix, il faut maintenant faire preuve d'unité. Un défi que les socialistes ne relèvent pas pour la première fois de leur histoire. Écoutez. Vous savez, il faut se référer un peu à l'histoire. Quand Mitterrand a été désigné avant 1981, il y avait les rocardiens qui le détestaient et qui ont quand même fait campagne pour lui et qui l'ont quand même suivi. Et à l'époque déjà, on posait le genre de questions que vous posez. Est-ce que l'unité ne va pas se fissurer entre Mitterrand et Rocard, où les divisions étaient très profondes? Non, je pense qu'ils ont tous un intérêt commun à gagner, tous un intérêt commun à battre Sarkozy et l'unité se refera inévitablement. Un lâcher de ballon pour rendre hommage à Lise Bonafous, l'enseignante du lycée Jean Moulin, qui s'est suicidée dans un cours de son établissement. La semaine dernière, c'était cet après-midi à Béziers. Ils étaient environ 200 élèves et enseignants rassemblés devant le lycée à 15h, heure des obsèques de la professeure de maths. Et cette semaine, 2 marches blanches seront organisées en hommage à Lise Bonafous. Demain, à 14h, un cortège partira du lycée Jean Moulin à Béziers. Et mercredi, ses collègues donnent rendez-vous au corps enseignant sur la place de la Comédie à Montpellier.
Olivier Missoupe comparaissait cet après-midi au tribunal de grande instance de Montpellier. Le 3e ligne de Toulon est accusé de violence volontaire avec préméditation à l'intérieur d'une enceinte sportive. Le 30 septembre dernier, à l'issue du match Montpellier-Toulon, une violente dispute avait éclaté entre Rémi Martin et Olivier Missoupe qui aurait frappé le joueur montpelliérain à plusieurs reprises. Jean Brun était à l'audience cet après-midi. Dans ses réquisitions, le procureur Desjardins résume bien cette affaire en regrettant retrouver 2 joueurs de rugby à la barre, dont l'un est accusé d'agression avec préméditation. On est effectivement bien loin des valeurs du rugby. Dans leurs histoires respectives, les 2 hommes, Missoupe l'agresseur et Martin l'agressé, ont parfois tous 2 pété les plombs. Mais cette fois-ci, Missoupe est accusé d'avoir prémédité son acte sous les yeux de son coéquipier Mathieu Bastaro. Le procureur Desjardins a donc requis certes 4 000 € d'amende, mais surtout de 4 à 5 mois d'interdiction de stade à l'encontre du 3e ligne toulonnais. C'est pas applicable parce que c'est un texte qui vise les hooligans, donc, qui ne peut pas viser des joueurs de rugby professionnels, pas plus d'ailleurs que des joueurs de foot. Si aujourd'hui on laisse prise pour des violences volontaires mais qui sont isolées, qui sont un épiphénomène, on laisse prise à une interdiction de stade, je crois que les conséquences deviennent très graves. Le temps des 3e mi-temps à la bonne franquette est bien loin dans un rugby devenu pro, où les enjeux financiers sont importants et où tous les moyens sont parfois bons pour régler une affaire. On a ainsi accusé le parquet montpelliérain d'être aux ordres du MHR et le président du RCT n'a pas hésité à évoquer des injures raciales pour justifier le geste de son joueur. Il faut quand même rappeler que Mourad Boudjelal a été le premier à dire qu'il s'agissait d'une agression raciste. Ça a été la première forme de défense. Je crois qu'avant même qu'Olivier Missoupe vienne devant le tribunal, il a annoncé que la sanction serait très dure. Mourad Boudjelal est un excellent président de rugby, d'un club de rugby. Qu'il veuille conquérir le bouquet de Brennus, c'est très bien, mais qu'il reste à sa place et qu'il ne veuille pas s'ériger en garde des Sceaux. Face à la complexité du dossier, le président a finalement décidé de mettre son jugement en délibéré au 24 octobre. Et de son côté, la Ligue nationale de rugby a suspendu Olivier Missoupe la semaine dernière. Il doit être auditionné le 26 octobre. Un accident mortel s'est produit vers 8 h ce matin rue François-Joseph Gossec entre Saint-Jean-de-Védas et Montpellier. C'est une voiture qui a percuté une moto. Le motard, un jeune homme de 24 ans, n'a pas survécu à l'accident. L'accident qui a perturbé la circulation pendant une partie de la matinée entre la sortie d'autoroute Montpellier-Ouest et Saint-Jean-de-Védas. Le tabac augmente de 6% aujourd'hui, une hausse qui intervient pour la 3e année consécutive et ça ne s'arrêtera pas là puisque le gouvernement annonce une nouvelle augmentation de 6% pour 2012. Du côté des buralistes, on redoute que les fumeurs se tournent vers le marché noir, surtout en Languedoc-Roussillon. Le reportage d'Olivier Michel. Avec 6% d'augmentation, soit environ 30 centimes d'euros, le prix du paquet de cigarettes a ce matin atteint ou dépassé les 6 €. Une nouvelle augmentation face à laquelle les fumeurs semblent résignés. Ça augmente, ils n'arrêtent pas de l'augmenter, quoi. Mais bon, les gens ils fumeront toujours. Écoutez, c'est la vie. C'est mon mari qui fume et quand on peut aller chercher le tabac en Espagne, on y va. Et puis voilà. Une évasion de la clientèle qui reste la principale crainte des buralistes. Par expérience, nous savons que chaque fois que le prix du tabac augmente, il y a une augmentation du marché parallèle. Lorsqu'on parle de marché parallèle, c'est les ventes sur Internet, ce sont les réseaux mafieux. Et puis ici, dans notre région, c'est des achats transfrontaliers, puisque l'Espagne est à peine 2 heures de notre département. Selon une étude des douanes, ce marché parallèle représenterait 20% de la consommation de tabac. 15% des cigarettes viendraient des pays limitrophes et 5% de trafics illégaux. Des trafics qui peuvent avoir pignon sur rue, comme au Clos d'Orville à Nîmes, où un point faune situé à 50 mètres d'un bureau de tabac vend des cigarettes à 4,50 €. 6% d'augmentation, ça va encore faciliter la contrebande. Et nous, déjà qu'on ne travaille plus très bien, on travaillera de moins en moins bien, puisque les gens continuent à vendre leurs cigarettes et il n'y a rien qui se passe. La hausse de 6% du tabac devrait quant à elle rapporter en une année à l'État quelques 600 millions d'euros. Un État qui a lancé en septembre un plan de lutte contre les trafics de tabac, mais qui a aussi déjà prévu une nouvelle augmentation de 6% au premier semestre 2012. C'est aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. Pour le 25e anniversaire de l'événement, les opérations se succèdent depuis ce week-end. À Nîmes samedi, c'est l'association Action contre la faim qui a initié une manifestation éclair, place de l'Horloge. Et cet après-midi à Montpellier, un collectif d'associations humanitaires était présent sur la place de la Comédie. Le thème choisi était l'école et l'accès à l'éducation. Les écoliers montpelliérains sont d'ailleurs venus à la rencontre des associatifs pour des ateliers. Le but de la journée est d'enclencher une véritable réflexion collective
positive, comme l'explique cette militante au micro d'Alexandre Clabot. On aimerait d'abord que les gens qui se sont rencontrés, qui ont parlé ensemble, qui ont échangé, puissent partir avec de nouvelles images, un nouveau regard, qui se rendent compte qu'ils ont pu discuter avec des gens différents, que peut-être ça les a aidés à mieux les comprendre, et peut-être que demain, dans leur travail, dans leur famille, dans leur vie de citoyens, de parents d'élèves, d'enseignants, ils pourront peut-être changer un tout petit peu leur façon de faire. Parce qu'on est persuadé que chacun a quelque chose à faire pour que chacun ait plus de place dans la société, que chacun ait sa place dans la société. Retour sur le week-end sportif à présent avec la Minute Sport. Et on commence par la spectaculaire victoire du MHSC à Dijon samedi. Les footballeurs montpelliérains l'ont emporté par 5-3. Alexandre Clabot. On commence cette Minute Sport par un carton et le score infligé par Montpellier samedi soir à la Mosson, 5-3 face à Dijon. L'attaquant Olivier Giroud réalise le hat-trick avec 3 buts à son actif. Pour le prochain match de championnat, le MHSC se déplacera à Caen. Deuxième victoire d'affilée pour le MHR, les Montpelliérains sont allés s'imposer à Bayonne 26-17 avec 2 essais de Geoffrey Doumerou et Alex Tulou. Samedi, Montpellier reçoit Castres qui vient de gagner le Stade Toulousain 24-3. En handball, du côté de Nîmes, les filles se sont inclinées face aux Bretonnes d'Arvor sur un score de 33-29. En revanche, chez les garçons, l'USAM est venu à bout de Toulouse, une victoire de 2 points avec 25-23. Les basketteuses de Latte restent leaders du championnat avec une victoire 76-66 face à Arras, qui était invaincu avant ce match. Et mercredi, pour le deuxième match d'Euroleague, les Lattoises reçoivent l'équipe de Frisco Brno. Et on referme cette Minute Sport avec ces images du marathon de Montpellier, 42 km et 195 mètres autour de la capitale languedocienne, 4200 participants et un vainqueur. Chez les hommes, c'est Sadiq Bala qui arrive en tête avec un chrono de 2h33 minutes et 3 secondes. Et dans la catégorie féminine, c'est Edwige Guintran qui s'est illustrée après 3h, 6 minutes et 29 secondes de course. Et on termine ce journal avec le derby 7 Nîmes pour le compte du 5e tour de la Coupe de France. Un match dominé par les footballeurs sétois qui n'ont jamais réussi à concrétiser. Le Nîmes Olympique l'emporte dans les prolongations. Une victoire sans la manière. Le compte rendu de la rencontre par Alain Belon. Habituellement, c'est Montpellier qui rencontre Nîmes. Donc ça fait plaisir de recevoir une belle équipe à 7. C'est important pour le club. Moi, tu sais, toi, j'ai toujours supporté le football club de 7. Je compte le supporter le plus longtemps possible en espérant qu'on remonte. C'était une rencontre très attendue par le public sétois. En première mi-temps, les joueurs locaux se sont créés de nombreuses occasions, mais la finition n'était pas au rendez-vous. Pour les Nîmois, ils réagiront en deuxième mi-temps, mais font face à une défense du FC 7 très présente. À la fin du temps réglementaire, le score est toujours de 0-0. Les deux équipes alors se préparent à jouer les prolongations, 2 fois 15 minutes. À la 97e minute, le joueur nîmois Grégory Dutil est face à la cage sétoise et inscrit le seul but de la partie. Je crois que globalement, on a été en dessous de notre niveau et on a manqué de justesse technique, offensive. Et l'adversaire a été meilleur que nous. Voilà. Mais comme souvent dans ces matchs-là, le petit a toujours l'impression d'avoir fait un grand match et c'est toujours le gros qui passe. Mais voilà, pas de regret. Il y a eu un joli match, on a eu 1200 personnes au stade. Écoutez, on est fiers de notre équipe et bon vent à Nîmes Olympique. On note qu'au cours de cette rencontre, l'arbitre a sanctionné les deux équipes en mettant au total 13 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Avec cette victoire, Nîmes Olympique est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France. Fin de cette édition, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.